Bonjour tout le monde. Si quelqu'un peut mettre un petit message pour savoir si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien sur le chat, ce serait cool qu'on puisse démarrer et être sûr que tout le monde entend. Ok, cool. Bonjour à tous et merci d'être là sur le webinaire. En gros, Cherrypick, une plateforme qui met en relation les freelances de la tech et les entreprises. Et sur le mois d'avril et de mai, on a fait une petite étude pour comprendre l'impact que la crise du coronavirus et le confinement avaient eu sur vous. Et cette étude, elle a montré que vous étiez 54% à avoir reçu un impact négatif sur votre activité, 61% à avoir connu quand même des projets annulés ou reportés, et 72% à avoir connu des baisses importantes de revenus. Donc c'est quand même super important. Et c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui Inde et Jonathan pour vous aider un peu sur les aides qui sont disponibles pour vous et les stratégies de survie pour retrouver une pleine activité et en attendant avoir des aides financières. Donc, merci à tous d'être là. Vous pouvez discuter donc sur ce chat et à la fin, on fera des questions-réponses. Donc, ce serait bien que vraiment les questions que vous les posez à Stéphane, Inde ou Jonathan, vous les mettiez dans l'onglet questions. Voilà. Et, si vous voulez vous présenter, Stéphane, rapidement, et après, Jonathan et Inde. Bon, écoutez, moi je suis Stéphane Aubin, Cherrypick. Je vois dans les chats et dans les bonjours qu'il y en a certains qu'on connaît. Donc je fais un spécial bonjour à Andreas, qui se reconnaîtra. Cherrypick, on est nous une plateforme de freelance dans la tech et le digital. On est hébergé à Station F, on a 5 communautés de freelance. Et notre job est de donner un accès direct aux freelance à des missions vraiment end-user. Donc on filtre vraiment nos clients sur des profils startup, scale-up, grands groupes et des formats de missions assez long terme, donc 3 mois renouvelables de façon assez classique. Donc ça, c'était notre cœur, notre métier, c'est en effet de vous trouver des missions et de vous apporter une visibilité financière sur des missions longues. Mais il nous manquait un troisième volet qui est pas vraiment notre business model, c'est toute la partie plutôt couverture sociale. Et il y a énormément de choses à faire autour du monde du freelancing. Et c'est là où on a lancé la constitution un peu d'une communauté avec différents acteurs, startups dans le freelancing, sur de la comptabilité, sur de l'accompagnement, sur du financement, de l'accès au crédit. Et voilà, donc c'est là où on est aussi très heureux d'avoir Jonathan et Inde aujourd'hui, qui font partie de ce groupe de startups, de partenaires, qui sont là aussi pour apporter de la valeur à nos communautés de freelance. Donc voilà pour moi. On va laisser parler Inde maintenant quand même. Bonjour à tous, donc Inde Elidrissi, je suis CEO de WeMind. Donc en fait avec WeMind, on apporte plein de protections justement aux indépendants. Alors ça commence par la mutuelle, la couverture santé, le maintien des revenus quand on est malade, on verse des revenus à 100%. On a à disposition un comité d'entreprise, des aides juridiques, la responsabilité civile professionnelle. Donc toute la couverture dont on peut avoir besoin en tant qu'indépendant. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est comment on se couvre quand on est dans une période de crise et que il n'y a plus de missions, en tout cas les missions sont coupées et donc on est en difficulté. En fait, en France aujourd'hui, il n'y a pas de couverture chômage pour les indépendants, on peut appeler ça comme ça. Et globalement, la couverture, la réglementation sur la couverture sociale des indépendants, elle est insuffisante actuellement. C'est ce qui m'a motivée à cofonder un syndicat qui s'appelle Indépendant.co et dont l'objectif est de faire évoluer la réglementation pour donner plus de droits aux indépendants. Et donc, on a beaucoup travaillé avec Indépendant.co pendant la crise et notamment, ça a permis d'aboutir à la création d'un fonds de solidarité national destiné à l'ensemble des indépendants sans distinction de secteur ou de métier ou de statut. Donc ça, c'est une première étape et une première chose. Et l'objectif avec Indépendant.co, c'est de donner la parole à tous les indépendants et de faire évoluer leurs droits dans la durée. Enfin, c'est un projet sur plusieurs années et qui est donc tout à fait complémentaire avec ce que je fais chez WeMind. Donc, moi, je trouve que le travail indépendant, c'est quelque chose qui est formidable. Le freelancing, c'est formidable. Et en plus, avec les acteurs comme Cherrypick ou comme Akazi,
globalement, l'accès à ce travail-là, il est facilité, il est démocratisé, il est ouvert à plus de monde et il est aussi source d'épanouissement. Mais il y a des petits sujets de protection autour à régler. Et donc, chez WeMind, c'est notre mission d'apporter tout ça et notamment de le faire avec des acteurs qui sont vertueux et qui font aussi le maximum pour que tout ça, ce soit bien pour vous. Cool. Merci Inde. Et du coup, Jonathan, tu peux te présenter rapidement aussi avec Akazi. Ouais. Bonjour à tous. Moi, je suis Jonathan, je suis le fondateur d'Akazi. Akazi, on est expert comptable et on a développé une plateforme pour automatiser toute la gestion comptable et financière des freelances et indépendants, quel que soit le type de statut. Donc, on a une offre pour les micro-entreprises et principalement également pour tous ceux qui sont en SRL, EURL, SASU, SAS ou entreprises individuelles. Et on accompagne aussi également à la création d'entreprises. Donc pour les freelances indépendants qui veulent le devenir en tout cas, qui sont sous statut salarié ou qui sont en micro-entreprise et qui veulent créer une société, on s'occupe également de cette partie-là. L'idée, c'est que sur notre plateforme, vous allez retrouver très facilement tous vos indicateurs clés comme le suivi de votre chiffre d'affaires, de la TVA, de votre impôt, de vos cotisations sociales. Et derrière, comme on reste expert comptable, ça veut dire qu'on fait l'ensemble de vos déclarations fiscales pour votre compte, vous n'avez rien à gérer et vous trouvez toutes les informations utiles pour piloter votre trésorerie et savoir où vous en êtes et surtout où vous allez être dans les 6 prochains mois en termes de trésorerie, tout le temps en temps réel sur notre plateforme. Ok. Je propose que Inde, tu démarres un peu sur les aides qui sont à disposition par l'État et surtout du travail qui a été fait par Indépendant.co. Ok, alors du coup, pour vous expliquer un petit peu les aides qui sont disponibles, ce qui a été mis en place et la mesure majeure, c'est celle qu'on appelle le Fonds de solidarité de l'État. Ce fonds de solidarité, il permet à une entreprise, alors c'est pas spécialement pour les indépendants, ça fonctionne aussi pour les TPE, il permet à une entreprise de toucher une aide de l'État qui va jusqu'à 1 500 € par mois pendant la crise. Alors, on vient d'apprendre une bonne nouvelle cette semaine, entre hier et aujourd'hui. D'abord, le fonds de solidarité est prolongé jusqu'au mois de juin. Donc, on peut demander début juillet, donc à partir de demain, on pourra demander le fonds de solidarité pour le mois de juin pour tous ceux qui sont éligibles. Et on pourra aussi, pour ceux qui étaient pas au courant en mars, avril, mai pour la demande, ils peuvent encore le faire au mois de juillet. Et du coup, ça veut dire que ça va fonctionner de façon rétroactive finalement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc ça permet, on prend par exemple le chiffre d'affaires du mois en cours. Donc par exemple, si sur le mois de juin, vous avez fait un chiffre d'affaires qui est de 0, on compare avec la moyenne de votre chiffre d'affaires de l'année 2019. Et si en 2019, en moyenne, vous avez fait par exemple 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça vous donne droit à 1 500 €. Et si vous aviez fait que 1 000 €, ça vous donne droit à 1 000 €, puisqu'en fait, on ne peut pas dépasser ce qu'on a réellement gagné l'année dernière. Donc ça, c'est la première aide. Alors, on a beaucoup de gens dans les indépendants qui ne sont pas éligibles à cette aide. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires en 2019, ou alors en 2019, ils ont fait un chiffre d'affaires qui était un bénéfice qui était supérieur à 60 000 €. Et donc, dans ces cas-là, quand on a fait plus que 60 000 €, on n'était pas éligible à ces aides-là. Et donc, dans ces cas-là, il y a une autre aide qui est l'aide exceptionnelle de la sécurité sociale qu'on peut demander à la sécurité sociale. Sur le site donc de la Sécu sociale des indépendants, il y a aide exceptionnelle Covid-19. Et donc, quand on n'est pas éligible, on peut demander cette aide-là. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le volet 2. Donc, le volet 2, c'est des aides qui sont pour le coup régionales et qui peuvent aller jusqu'à 5 000 €. Alors, pour ces aides-là, en général, elles vont pas forcément fonctionner pour les freelances parce que elles sont plutôt pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, ce qui n'est pas le cas dans le monde du freelancing. Mais bon, dans le public, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent être concernées. Et enfin, le dernier dispositif d'État qui est pour le coup assez accessible, c'est le prêt garanti par l'État. Donc, en fait, on peut faire une demande auprès de sa banque pour avoir un prêt
qui est avec un taux d'intérêt extrêmement bas, garanti à 90% par l'État. Donc, votre banque, elle prend très peu de risques. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut obtenir assez facilement si on a un dossier, qui est solvable. Après, il y a des acteurs privés qui ont mis en place des fonds supplémentaires. Alors, il y en a deux. Donc, le premier, c'est un fonds qui a été mis en place pour plutôt les artisans commerçants. Donc, ça va pas trop concerner beaucoup de monde ici, mais c'est la marque C'est qui le patron qui a créé ça. Et donc, c'est plutôt pour les artisans commerçants qui habitent dans des villes de moins de 3500 habitants. Et donc, vous pouvez aller sur leur site et demander à bénéficier de ce fonds de solidarité. Et c'est un fonds qui est doté à 750 000 € et auquel on peut avoir accès. Sinon, l'autre fonds qui a été créé par un acteur privé, c'est celui de WeMind. Donc, WeMind, qui est la mutuelle que je dirige. Et donc, nous, on a créé un fonds qui est doté à 200 000 € et du coup, on peut faire une demande et on peut obtenir jusqu'à 1 000 € d'aide si on est en difficulté. Alors, pour le fonds de WeMind, si vous avez pas pu avoir les aides de l'État, vous venez par exemple de créer votre société, vous êtes dans une situation compliquée, vous pouvez remplir une demande sur notre site. Et du coup, la demande, elle est étudiée par des bénévoles qui sont eux-mêmes des indépendants de notre communauté, des freelances, et qui vont pouvoir vous attribuer cette aide. L'avantage, c'est que comme c'est pas un fonds d'État, on n'est pas obligé d'utiliser les règles de l'État, donc on peut être parfois plus large là où l'État va mettre des cases, et si vous rentrez dedans ou si vous rentrez pas dedans, vous avez droit à rien. Nous, l'avantage, c'est que c'est étudié par des personnes qui sont tout simplement d'autres freelances et qui vont dire, ben voilà, j'ai étudié la situation de cette personne et c'est un indépendant qui est dans le besoin. Et du coup, on va pouvoir faire une aide financière. Ce fonds, il va être ouvert pendant tout l'été. Pour pouvoir accompagner les personnes en difficulté. Et il est financé de deux façons. Alors, il est financé par nous, on a mis dedans tous nos bénéfices de l'année dernière, tout simplement. C'est comme ça qu'on a créé la dotation initiale avec nos comptes d'assurance. Et ensuite, toute personne qui est freelance peut faire un don, enfin même n'importe qui peut faire un don pour continuer d'alimenter le fonds. Donc, on reçoit des dons assez fréquemment de freelance qui mettent en général 150 € et ça permet d'aider d'autres freelances. Et c'est important parce qu'en fait, la solidarité, c'est un cercle en fait, faut que ça soit dans les deux sens. Il y a ceux qui vont recevoir et il y a aussi ceux qui vont donner. Et bien évidemment, on prend aucun frais de gestion sur ces dons-là. Ils sont vraiment redistribués intégralement. Et c'est géré par des freelances bénévoles. Donc voilà un petit peu le paysage des différentes aides qui ont été mises en place au niveau de l'État et par des acteurs privés. Ok, merci beaucoup Lynn. Jonathan, je ne sais pas si tu... Oui, je peux rentrer un peu plus dans le détail notamment de l'aide du Fonds de solidarité qui a causé beaucoup de problèmes globalement pour tout le monde depuis le mois de mars. Donc effectivement, c'est une très bonne nouvelle de savoir que tous les, on va dire, indépendants, entrepreneurs, freelance peuvent bénéficier de cette aide jusqu'au 31 juillet. Parce qu'au moment où c'est sorti, il fallait faire la demande au mois le mois. Avec un changement de réglementation, il y a eu, je crois, une quinzaine de versions qui ont eu lieu entre mars et mai. La dernière date de fin mai. Donc, autant que dire, c'était assez compliqué. Mais donc, l'idée, c'est pour ceux qui n'ont pas fait cette demande ou qui n'en ont pas bénéficié, vous expliquer comment ça fonctionne concrètement et ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Globalement, la première contrainte, effectivement, qui était liée à la baisse de chiffre d'affaires. Donc, il faut avoir en tête que c'est une baisse de 50% du chiffre d'affaires. Alors, il y a des particularités liées aux périodes. Globalement, vous avez le mois de mars sur lequel, en fait, on va comparer globalement avec ce que vous avez fait en mars 2019. Donc, il y a des spécificités sur le mois de mars. C'est pas les mêmes règles sur le mois de mars que sur les mois avril, mai, juin. Voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Sur le mois de mars, on va principalement regarder ce que vous avez fait en mars 2019. Et sur les mois de avril, mai, juin, on va effectivement comparer avec ce que vous avez fait en 2019 sur ces mois-là. Regardez si vous avez fait les 50% de baisse ou on vous laisse aussi la possibilité, et c'est ça qui a été demandé par un certain nombre de freelances indépendants, notamment si sur un mois, en fait, ils avaient performé en termes de chiffre d'affaires,
et qui se retrouve après en difficulté tout le reste de l'année parce que vous avez eu un client, vous avez facturé une grosse mission sur un mois, mais après plus rien sur les 3 mois suivants, potentiellement vous ne pouvez plus bénéficier de l'aide. Donc les conditions ont été amendées, assouplies, et maintenant en fait on va regarder la moyenne du chiffre d'affaires de l'année 2019. Donc vous pouvez regarder les deux cas. Si effectivement il y a eu une moyenne de chiffre d'affaires et sur le mois de avril 2020, mars 2020, juin 2020, vous faites moins de 50% de cette moyenne de chiffre d'affaires annuel de l'année 2019, vous pouvez bénéficier de l'aide. C'était le premier point. Donc aujourd'hui, c'est assez clairement expliqué sur la FAQ du site impôt.gouv, il faut y aller, sur lequel voilà, on vous explique la différence entre mars, avril, mai et juin. C'était la problématique sur la partie chiffre d'affaires. Il y a une autre problématique qui s'est posée pour un certain nombre de freelances indépendants en fonction du statut juridique dans lequel ils exerçaient leur activité. Donc, micro-entrepreneurs mis à part, se poser la question de est-ce qu'on prenait le chiffre d'affaires facturé ou encaissé. Sur la question du chiffre d'affaires facturé ou encaissé, pareil, il y a eu un certain nombre de réponses divergentes qui ont causé quelques difficultés. Nous, on sait sur Akazi, par exemple, une première réponse de l'administration fiscale, des utilisateurs, des clients n'étaient pas éligibles au mois de mars avec la première définition qui a été donnée. Elle a été corrigée et du coup, ils sont maintenant éligibles. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent rétroactivement demander l'aide sur le mois de mars. Concrètement, comment ça fonctionne? Quand vous êtes en société et que vous facturez vos clients, on va regarder le chiffre d'affaires facturé. Quand vous êtes en entreprise individuelle, donc si ça vous parle, c'est le régime BNC, le freelance indépendant. Si vous êtes en micro-entreprise, on va regarder le chiffre d'affaires encaissé. Voilà. Donc, il y a une différence en fonction du statut, chiffre d'affaires encaissé, chiffre d'affaires facturé. Ça, c'est le point qui est aussi important de ce point de vue-là. Un autre point qui était important, et là qui concerne par contre que ceux qui sont sous le statut d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le fameux, il en parlait juste avant, du bénéfice imposable des 60 000 euros, qui a posé un certain nombre de problématiques. Pour être éligible à l'aide au fonds de solidarité, il ne faut pas avoir gagné plus de 60 000 euros lors du dernier exercice que vous avez clôturé. Si pour tous les freelances indépendants qui sont par exemple en EURL SASU, il ne faut pas avoir eu un bénéfice imposable l'année précédente qui est supérieur à 60 000 euros. Et sur ce bénéfice-là, on va réintégrer la rémunération qui a été versée aux dirigeants et les cotisations sociales qui ont été déduites. C'est ça qui a causé un certain nombre de difficultés, qui a fait d'aller-retour. Si vous respectez toutes ces conditions-là, vous pouvez bénéficier de cette aide de 1 500 euros sur les mois de mars, avril, mai, juin. C'est une aide qui est cumulable, donc tous les mois, vous pouvez en bénéficier. Vous en bénéficiez par activité. C'est important parce qu'on a eu parfois des freelances indépendants qui avaient 2 activités différentes, 2 sociétés. C'est une aide qui est par activité, qui concerne l'entreprise, mais la demande doit être faite, c'est un peu particulier, hein, vous la faites sur votre compte impôt.gouv, particulier, pas professionnel. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site. Pourquoi? Ça leur permet de contrôler les types d'aide. Il y a un certain nombre de déclarations à faire. Il faut savoir que si vous faites des fausses déclarations ou vous faites des demandes alors que vous n'aurez pas dû bénéficier de cette aide, l'administration fiscale a la possibilité de vous contrôler sur les 5 prochaines années. Donc voilà, c'est un point qui est important. C'est ça principalement l'aide qui a été vraiment mise en place pour les freelances indépendants. Après, comment on fait pour s'adapter post-crise? Principalement, il faut avoir une bonne, on va dire, c'est généralement plutôt en amont, mais sur la gestion de la trésorerie. C'est hyper important. En théorie, on dit toujours, voilà, on l'a redit à chaque fois qu'on fait des événements avec Cherrypick et avec WeMind, mais c'est avoir quand même de la trésorerie. C'est effectivement formidable, c'est une freelance indépendant, mais vous êtes autonome. Donc en fait, il faut avoir un minimum de trésorerie suffisant pour être capable de tenir des crises, pour pouvoir rebondir entre 2 missions, pour pouvoir prendre du temps pour se former. Et il faut toujours avoir cette gestion de trésorerie. Donc aujourd'hui, ça va être extrêmement important de vraiment très bien piloter cette trésorerie, de faire en sorte que vos clients vous payent le plus rapidement possible. Si vous avez des clients, si vous avez de l'argent dehors, il faut aller les récupérer. Il y a des mobilisations de créances, il y a plein de choses que vous pouvez faire en place, mais il faut absolument récupérer cet argent. Toutes les entreprises, généralement quand vous êtes freelance indépendant, vous travaillez souvent avec des grands comptes ou avec des entreprises, elles ont normalement eu des facilités et en contrepartie d'obtention de PGE ou autre, et en contrepartie, c'était vraiment de régler vos fournisseurs. Vous ne devez pas être la banque de vos clients. Donc ça, c'est très important. Et derrière, il y avait des points qui étaient sur lesquels vous aviez effectivement des possibilités. Alors, on va voir comment ça va évoluer sur les prochains mois, mais qui étaient liés à tout ce qui était cotisation sociale et échéance fiscale également.
qui sont des points importants sur lesquels vous avez pu bénéficier de reports d'échéance. On va voir comment ça va évoluer sur les prochaines échéances fiscales. Mais ça, c'est important. Il faut négocier, il faut poser la question, soit pour des demandes d'étalement de la TVA, soit des demandes d'impôt sur les sociétés, des demandes d'étalement des cotisations sociales auprès de l'URSSAF si vous êtes en indépendant BNC. Tout ça, c'est possible et aujourd'hui, les services sont assez flexibles pour demander des plans d'étalement. Il ne faut pas hésiter à le faire. Okay. Voilà un peu les différents points. Après, il y a des optimisations fiscales qui peuvent être faites selon les statuts ou pas, pour aider un petit peu dans cette période-là. Là, je vois sur la question, c'est ça. Non, il n'y a pas. Après, il y a, on va dire il y a des optimisations effectivement fiscales qui sont faites en fonction du choix du statut. Effectivement, quand on se lance en tant que freelance indépendant, on se pose la question, est-ce qu'on se met en micro-entreprise, est-ce qu'on se met en EURL, en SASU, est-ce qu'on se met à l'IR ou à l'IS? Mais tout ça, en fait, c'est un package global et on fait plutôt une analyse au cas par cas. Voilà, ça, c'est des règles qui sont un peu immuables et c'est pas parce qu'il y a une crise que fondamentalement toutes les règles ont été modifiées. Ça n'a pas changé globalement dessus. Chaque situation est personnelle sur le cas d'exercice de l'activité. Il y avait une question de Andreas sur ce qu'il est possible de... Voilà, Inde, tu viens d'y répondre, mais d'avoir notamment le PGE quand on est dans une banque en ligne. Alors, je vois que Inde, toi, tu as répondu non. Il se trouve qu'on a eu ce cas de figure-là, nous également, parce qu'à Station F, il y a pas mal de startups qui sont assez jeunes et enfin, voilà, il y a pas mal de startups on est à peu près tous chez Conto, ce qui était également le cas de Cherrypick. Et c'est vrai que quand on s'est rapproché, nous, de partenaires bancaires, entre guillemets, classiques, c'était impossible parce que déjà, ils prenaient pas de nouveaux clients. Ils étaient déjà suffisamment occupés à distribuer un produit à leurs propres clients et ils prenaient pas de nouveaux clients. Et Conto ne peut pas le faire. Après, on a trouvé, nous, une solution. Alors, je sais pas si c'est faisable pour un freelance, un indépendant, mais la BPI. Donc, la BPI, en tout cas, peut suivre financer un PGE sans une banque classique, si vous êtes chez Conto ou dans d'autres banques de ce type-là. Mais alors, à valider si un indépendant seul peut y aller, quoi. C'est un peu compliqué pour les indépendants seuls, effectivement, de s'adresser à la BPI. Ils ont un peu priorisé sur les sociétés qui avaient des salariés plutôt que sur des indépendants, effectivement. Mais c'était un vrai cas de figure. Nous, je sais qu'à Station, on était en train de pleurer parce que avec Conto, on était bloqué, quoi. C'est là en effet, d'avoir une banque classique. C'est pas mal, quoi. Après, je sais qu'il y a Mansa, on va faire un webinaire avec eux le 9 juillet, qui font des prêts aux indépendants jusqu'à 10 000 euros. Donc, ça peut dépanner quand même dans cette période-là. Parce que c'est pas une banque et c'est vraiment fait pour les indépendants. Et vous pouvez obtenir un prêt assez rapidement jusqu'à 10 000 euros. Donc, je sais que ça peut être un moyen pour aider en attendant que les néobanques fassent des prêts. Voilà. Ce ne sera pas tout de suite le cas, globalement. Ça va prendre du temps. Mais ça dépanne. Du coup, il y a Erwan qui demandait si les dons peuvent être déclarés comme tels éligibles à déduction d'impôt. Les dons pour le centre de solidarité, je crois. Je pense qu'il parlait de ça. D'accord. Ah oui, alors du coup, si c'est ça la question, oui, ils sont éligibles à la déduction d'impôt, puisque c'est des dons qui sont faits à une association, l'association des membres de WeMind, et donc donc là, ils sont déductibles. Ok. Des questions? Ok. Après, Stéphane, tu veux parler un peu du marché de la reprise des clients et si vous avez tous après des petits tips pour essayer de trouver des clients et pour rebondir dans cette période-là. Oui, en effet, c'était un peu compliqué, on va dire alors, On a perdu Stéphane. Il est en Bretagne, il ne doit pas très bien capter. La Wi-Fi, c'est pas trop ça. Bon, en tout cas, je sais que nous, du côté de Cherrypick, le début du confinement, ça a été compliqué. Les clients,
dans une situation compliquée aussi. Donc, ils ont mis stand-by sur plusieurs missions. Ils ont arrêté de recruter. Mais je sais que depuis le début du déconfinement, donc on se met, les clients reviennent parce qu'ils ont besoin des profils experts pour rebondir, pour relancer les projets, etc. Du coup, Stéphane, T'as embrayé à ma place. Merci. Je sais pas pourquoi. Et du coup, le fait que le début du confinement, c'était compliqué. Oui, clairement, Andreas pourra en parler. Il y a certains clients qui clairement ont paniqué parce que voilà, aucune visibilité, ils ne savaient pas ce qui se passait et même si d'un point de vue de nos missions et de nos consultants, c'est des gens plutôt dans la tech, donc on est quand même dans une industrie où on peut travailler en remote de façon assez simple. Voilà, mais il y a certains clients qui, je pense, ont réellement paniqué parce qu'ils n'étaient pas forcément sur des secteurs exposés et puis techniquement, on pouvait bosser en remote. Mais voilà, manque de visibilité, panique. Donc, dans ces cas-là, ils frisent un petit peu. Mais assez rapidement, ils sont repartis. Je pense qu'il y a eu une période mars-avril où là, clairement, tout le monde était dans le flou. Même les sociétés qui se portaient bien sur des bons secteurs, c'était vraiment une question focus en interne pour se réorganiser en remote, réorganiser les équipes. Et on est vraiment reparti, on va dire courant mai, quoi, avec des nouveaux clients, de nouvelles activités, des entretiens. Donc, de notre côté, en tout cas, je sais pas. Après, on a fait une étude et en effet, il y a quand même clairement eu un impact sur les freelances. Vous pouvez partager un petit peu vous vos expériences. Est-ce que oui ou non vous avez perdu ou gagné des missions? Est-ce que vous en avez retrouvé pendant cette période-là? En tout cas, de notre vision à nous, le phénomène du freelancing est là pour rester. Hein. C'est un phénomène structurel. Vous êtes sur des compétences qui sont clés, qui sont recherchées par les clients. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, une pénurie. Donc, j'allais dire, si c'est dur pour les indépendants dans la tech et le digital, dites-vous bien que c'est dur encore plus dur pour beaucoup d'autres secteurs. Et nous, on le voit, et je pense qu'on a fait un peu un benchmark avec d'autres plateformes avec qui on est copains. C'est pareil, les missions sont reparties assez rapidement. Et après, je pense que dans l'état actuel des choses, il y a quand même des secteurs qu'il faut éviter, quoi. Voilà. Je vois quelqu'un, il y a un freelance qui était chez Air France là à un instant. J'ai discuté avec Air France avant le Covid. Bon, voilà, maintenant, eux, ils essaient de faire décoller des avions. Donc, c'est pas le moment d'aller dans des secteurs comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui, finalement, se sont paradoxalement très, très bien portés. D'autres startups. De la tech, de la santé. La santé, les médias, le gaming, tout ce qui est outils, Livestream, par exemple. Enfin, il y a plein d'outils comme ça, plein de marchés. Je pense que moi, mon conseil, en effet, c'est de voir en effet toutes les aides qu'il peut y avoir, mais en effet, d'un point de vue sur sa propre offre, de changer un petit peu en effet ses façons de prospecter. C'est-à-dire qu'il faudra éviter peut-être certains secteurs qui sont vraiment très impactés directement par la crise. Donc vraiment faire cet effort de trouver les bons secteurs qui sont touchés, et puis voilà, de prospecter dans ces secteurs-là. Et après aussi, je pense qu'il y a un autre tips. Il y a certains grands groupes qui frisent complètement. Donc ça, c'est des consignes. Donc c'est beaucoup plus compliqué quand un grand groupe frise comme ça. Et je trouve que les startups, les scale-up, les ETI, finalement, ont été beaucoup moins impactés et repartent en tout cas plus rapidement. Donc voilà, mon conseil, c'est choisir ces secteurs et pourquoi pas, si on est très grands groupes, mais voilà, des grosses ETI qui, eux, on va dire, repartent assez fort. Ouais, comme disait Erwan et les banques et les assurances, c'est des secteurs qui, oui, pour le coup, se portent bien. Vous pouvez postuler là-dessus. Et ouais, pour trouver des missions, pensez aussi à contacter vos anciens clients, les relancer, leur demander si dans leur entourage, ils n'ont pas des entreprises qui ont besoin de vos talents et s'ils peuvent pas vous recommander. Mettre en avant vos compétences, vos réalisations, etc. sur LinkedIn. Mettez-vous sur plusieurs plateformes pour optimiser vos chances de trouver des missions, quoi. Mais, vous voyez, il y avait un commentaire de Erwan. Ouais. Voilà, l'impression actuelle, c'est qu'il y a 50 personnes qui se positionnent pour une mission. Alors, c'est quand même vrai. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Il y a quand même, comme il y a des secteurs entiers qui ont complètement déstaffé, clairement, toute proportion gardée, en effet, vous êtes quand même un peu plus à vous positionner sur des missions. Alors, soit il y a toujours des gens qui postulent sur des missions qui leur correspondent pas, mais toute proportion gardée, je pense qu'en effet,
il y a quand même plus de candidats disponibles sur le marché, et ce qui est forcément à l'avantage des sociétés qui recrutent aujourd'hui, parce que la compétition, en effet, là-dessus, elle est assez féroce. On a eu le cas de figure sur la semaine dernière où voilà, un client avait lancé une appel d'offres pour des devs il y a un an, il le refait aujourd'hui et il dit voilà, la qualité des profils est juste exceptionnelle parce que en effet, il a eu vraiment du choix et il y a des très bons qui étaient sur des projets qui normalement sont jamais sur le marché et se retrouvent sur le marché parce que fin de projet ou autre, quoi. Donc en effet, je pense que il faut pas avoir peur entre guillemets de plusieurs missions, sachant qu'en effet, on reçoit quand même mathématiquement plus de candidatures aujourd'hui sur chacune des annonces, quoi. Ça, c'est un peu l'offre et la demande aussi, vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même en crise, il y a moins d'offres et plus de freelance à être sur les mêmes offres, quoi. Mais ça va revenir petit à petit quand même. C'est déjà bien reparti. Ouais. Oui, effectivement, je pense qu'il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Effectivement, là, ce que disait Nassim, il a été impacté. Il y a eu toute une étude qui a été faite justement sur les secteurs qui sont le plus impactés ou ceux qui vont permettre de retrouver leur niveau d'avant-crise beaucoup plus rapidement. Mais effectivement, c'est tout le secteur de tourisme, hôtellerie, restauration. Ce sont des secteurs qu'il faut éviter. Ouais. Il y a Joseph qui te demande en tant que sales si c'est normal s'il y a vraiment peu de missions en ce moment. Alors, je sais pas trop parce que nous, on est vraiment très focus sur la partie tech, donc on ne fait pas trop de visibilité sur la partie vraiment purement sales. Là-dessus, on n'est pas forcément la bonne plateforme, vraiment très digitale, quoi. Donc, je sais pas, peut-être que WeMind ou vous avez peut-être une vision sur d'autres secteurs indépendants que la tech. J'ai pas de retour particulier là-dessus. Pour moi, ce matin, j'ai fait un point avec différents acteurs du marché. Et globalement, ce qui ressort aujourd'hui, c'est que sur le marché du freelancing, on est à 50% de l'activité normale. Enfin, après, ça dépend des secteurs, entre 30 et 60%, donc je dirais en moyenne 50. C'est-à-dire que le nombre de missions et aussi la valeur des missions a quand même beaucoup diminué. Et donc, c'est ça les chiffres que j'ai en tête. Donc, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en ce moment, il y a 2 fois moins de missions. Voilà. Après, les sales, il faut savoir que c'est quand même le nerf de la guerre. Et je sais que, par exemple, nous, chez WeMind, on a recruté en sales pendant le confinement parce que c'était des recrutements qui étaient prévus et on les a maintenus. C'est-à-dire il y a d'autres recrutements sales, on les a maintenus parce que dans une boîte, les sales, c'est le nerf de la guerre. Donc, moi, je pense que les sales, voilà, il faut s'accrocher, mais et ça repart. Hein. Donc, oui. Ce qui est sûr, hein, c'est que par contre, le marché repart. Et vraiment, la croissance. Mohamed qui demande si on a noté une chute des TGM sur les profils mais tech. Ça repart. Je sais que quand on a fait l'étude sur les plus de 200 freelances, vous étiez 26% à avoir dit que vous aviez baissé vos TGM pendant la période de crise, pour s'adapter un peu aux difficultés financières des entreprises. Vous avez baissé vos tarifs pour avoir des missions, quoi. Donc, je pense que ça a touché à peu près tous les secteurs là-dessus. Et que ça va on l'a constaté. Quoi, mais... On l'a constaté nous aussi également chez nos utilisateurs, des baisses de chiffre d'affaires sur la période. Donc, soit moins de jours facturés, parce que l'entreprise a dû s'adapter, soit effectivement une baisse du TJM. Ouais, il y a eu des... On n'a pas analysé dans le détail exactement comment ça a été fait, mais ceux qui en tout cas ont gardé les missions avec leurs clients, le chiffre d'affaires n'était pas le chiffre d'affaires classique qui était fait en début d'année. Parce qu'il y a eu beaucoup de temps partiel et sur les freelances qui m'ont répondu, quand même quasiment 30% qui ont baissé leur TGM pour avoir de nouveaux clients. C'est assez important, quoi. C'est le temps que toute l'économie reparte petit à petit. Alors, je sais pas si... Juste pour intervenir sur cette partie-là, sur la baisse des TJM, moi j'ai beaucoup plus observé que les clients
prestaient moins de jours, enfin, voilà, ils diminuaient le nombre de jours ouvrés, donc Ouais. ce qui est en effet à la fin, ça fait quand même moins de chiffre d'affaires. Par contre, j'ai pas encore senti les clients qui baisser les TGM. C'est-à-dire que toutes les missions que entre guillemets, que l'on propose aujourd'hui, les clients n'ont pas forcément négocié ou changé leur grille de TGM. Pour avoir par contre discuté avec on est en partenariat avec des collectifs d'acheteurs de prestations intellectuelles, et je pense que ça va arriver, mais plus dans les grands comptes. Il y a des grands acteurs, alors je ne sais pas dans le monde du freelancing, mais je pense que ça va impacter des grands acteurs comme voilà, Atos Origine, Capgemini, qui eux vendent de la prestation. Et pendant la crise, comme ils avaient énormément de personnes sur le bench qui étaient sorties de mission, c'était de la vente à la casse. Hein. Donc, ils faisaient des offres moins 40%. Donc, quand tu as un gros acteur comme Capgemini qui fait du moins 40% sur ses prestations, bon, on peut se dire que déjà avant, il margeait peut-être un peu trop, mais l'effet pervers, c'est que les clients vont se dire, OK, ils vont s'habituer rapidement en disant, voilà, d'habitude c'est 700, là aujourd'hui c'est 400, bah on va jamais repayer 700. Donc je pense que quand même, malheureusement, ça va venir de l'attitude et un peu de la panique des Capgemini, des grosses ESN, vont quand même, je pense, faire baisser les grilles d'achat de prestations intellectuelles dans les grands groupes. Et ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Il y a Badi qui dit que c'est le moment de se former et d'essayer de changer de secteur. Et c'est que pendant que 33% des freelances qui ont profité pour se former, c'est vrai que c'est tant que vous n'avez pas une pleine activité, c'est le moment de combler. Si vous avez certaines lacunes, de se former sur certaines technos par exemple sur lesquelles vous aviez envie de bosser avant, et vous spécialiser dans des secteurs qui sont porteurs pour l'avenir, quoi. Et aujourd'hui, la formation, en plus, elle est de plus en plus accessible. Il y a plein de webinaires, de mecs qui font des super contenus sur YouTube, etc. Donc, ouais, se former, c'est le moment. Et les ESN feront-elles peut-être remonter les tarifs dès que la demande sera de retour? Je demande de Nassim. C'était quoi la question? Je n'ai pas vu. C'est sur le chat. Est-ce que les ESN pourront remonter les tarifs dès que la demande sera de retour? Les ESN, mon conseil, c'est le souci que... Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que je rappelle. Ouais. Oui, on t'entend. Bah oui, je suis en Bretagne, c'est pas ça. Il y a des missions en Bretagne sur le déploiement de la 4G ou de la 5G en fonction. On l'a perdu. Après, je sais pas si certains ont des questions plus précises sur les aides et par rapport à son statut. Je sais pas si Inde et Jonathan voulaient rajouter quelque chose. Le meilleur, ce qu'on se disait un petit peu quand on préparait, hein, mais le meilleur moyen de s'en sortir, c'est effectivement toute la discussion qu'on a là, c'est de trouver les missions, réorienter peut-être l'activité. C'est vrai que nous, on a pas mal de gens qui ont fait de la formation pendant cette période. Passer sur de nouvelles techno, voilà, ce qui est sûr, c'est que ça repart. Enfin, là, vraiment, on a quand même tous les indicateurs. Stéphane, je sais pas ce que tu voulais dire, je compte. J'ai commencé à répondre et ça a coupé. Ouais, donc, c'était pour Nassim. Est-ce que les ESN font remonter les tarifs dès que la demande sera de retour? Oui, bien évidemment, ils vont faire. Mais comment vont-ils pouvoir justifier auprès de leurs clients qu'ils sont capables de vendre leurs prestations 40% de moins pendant la crise? Concrètement, c'était 40% de marge. Et ça, les acheteurs grands d'eux, je pense, vont clairement dire à ces ESN-là en disant, OK, d'habitude, tu prends 40 points, quoi, grosso modo. Donc, ça va leur faire un peu tout drôle, je pense, et ils vont avoir du mal à revendre aussi cher qu'ils le faisaient avant. Donc, forcément, je pense que dans ce type d'intermédiaire-là, ils vont vendre moins cher chez leurs grands comptes. Ils vont forcément répercuter ça côté
côté des freelances. Alors moi, mon conseil, c'est tout simplement de pas passer par des ESN. Hein. Enfin, entre guillemets, quand on est freelance, c'est pas forcément les meilleurs intermédiaires, quoi. Les ESN prennent entre 30 et 40 points de marge. Les brokers, les cabinets de recrutement sont à plus ou moins 25. Et les plateformes, nous, on est ça dépend lesquelles, mais on est entre 10 et 15, quoi, grosso modo. Donc, on est, je pense, des intermédiaires un petit peu moins gourmands et en tout cas plus transparents, ça c'est une certitude. Mais les ESN, bah voilà, ils ont dû faire de la transparence en baissant leurs marges, mais ils reviendront jamais sur les marges d'avant. Ça c'est une certitude, parce que les acheteurs sont pas idiots, ils l'ont déjà vu. La personne avec qui on en parlait, c'était quelqu'un qui s'appelle, qui est la BRAPI. La BRAPI, c'est un club d'acheteurs de prestations intellectuelles. Ils sont tous ici. Ils l'ont tous noté. Ils sont déjà en train de préparer des nouvelles grilles tarifaires à négocier auprès des ESN. Donc, c'est un peu trop tard pour eux. Ça fera un précédent. Après, une question pour toi. Comment se structure Indépendant.co? Est-ce qu'il y a une adhésion comme un syndicat traditionnel? Oui. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Ok. J'ai un petit problème de batterie. Oui, alors pour répondre à la question sur indépendant.co, c'est donc un syndicat auquel on peut adhérer sur le site et suite à son adhésion, on peut faire un don et c'est facultatif. Donc, on peut adhérer aujourd'hui gratuitement et on fait un don si on a les moyens d'en faire un. Okay. Si on n'a pas les moyens de faire un don, il y avait une question on n'est pas obligé. C'est quelque chose qui était très important, je te précise, pour nous, parce que c'est vrai que les gens qui ont le plus besoin d'un syndicat sont souvent ceux qui n'ont pas le plus de moyens financiers. Et donc, on voulait que ce soit ouvert au plus grand nombre et que ce soit financé avec… Vous avez des personnes sur le groupe Facebook, je crois, qui aident en plus les indépendants sur leur démarche en fonction des stades, etc. Oui. C'est ça, en fait, c'est pas sur le groupe Facebook, c'est sur le site internet de indépendant.co. Il y a un service de bénévoles référents qui connaissent toutes les démarches juridiques et toutes les démarches administratives, notamment au niveau des aides. Et donc, on peut demander à y accéder. C'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Il y avait une question de Jérémy, je ne sais pas si on a répondu, mais qui disait en effet, qui demandait justement s'il était risqué d'accepter la moyenne. Voilà, excusez-moi, je pensais avec coupé. Donc oui, mon conseil, c'est pas forcément de. Je pense qu'il y avait sur certains profils une inflation, c'est-à-dire qu'elle était vraiment très 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 haut. Je pense qu'ils sont revenus plus ou moins à la normale. Alors tout dépend de ce qu'on appelle plus bas. Si c'est 25, 30, 40 euros, c'est mieux quand même d'accepter une mission plutôt que de ne rien avoir et de ne rien facturer. Mais après, des baisses de 100 ou 150 euros, non. Je pense que ça serait clairement un mauvais choix, sachant que le marché est là. Et moi, je vous dis, la situation qu'on a, nous, en ce moment, c'est chez Epic. Les TGM n'ont pas varié. S'il y a un ajustement au niveau des TGM sur le marché, ça se fera plus tard, mais pas tout de suite. On a vu que plutôt les clients, avant de négocier, pour économiser, finalement, n'avaient pas négocié à la baisse les TGM, mais demandaient moins de jours de prestations dans le mois. Donc pour moi, les TGM, il n'y a pas encore d'impact et il n'y a pas non plus encore de raison de baisser de son TGM. Ça serait pas normal. Ça serait clairement un effet de quoi. Faut pas se vendre au rabais, quoi. Oui, voilà, faut pas se brader parce que clairement le marché est là. Moi, j'ai fait le tour des autres plateformes, c'est pareil, on récupère pas mal d'émissions en ce moment, donc c'est assez actif. Enfin, de notre côté, nous on a recruté, on a renforcé nos équipes de recrutement. On recrute d'ailleurs des bizdev. Donc je vais poster mon annonce parce que je crois qu'il y avait un bizdev qui cherchait tout à l'heure un job, donc je suis toujours à la recherche. Et vous voyez, toutes ces personnes-là, nous on les a recrutées pendant le Covid. Parce que dès avril-mai, on a vu qu'il y avait vraiment un vrai regain chez nos clients. Et encore une fois, les TJM n'ont pas bougé, quoi. Yes. Ah, Joseph, ok. Je regarderai. C'est génial. Super. Tu ton recrutement pendant le webinaire, c'est bien ça.
Je cherche des PO, Andreas, hein, mais bon, il m'a envoyé aussi il le faut contact. toujours faire plusieurs choses en même temps. In, c'est pour moi. Hein. Ah, c'est clair. Suite de Joseph, l'histoire. on note, hein, tu nous préviens, hein. Tu nous tiens au courant. Oui, ah bah oui. Alors, Parfait. c'était premier sur Pensez-vous que le l'affaire. sujet de l'écologie dans le numérique, Green IT, pourrait être une orientation pour la relance économique des entreprises? Belle question. Stéphane, je sais pas. J'ai pas forcément d'avis sur le sujet, pour être tout à fait franc. Je sais qu'en effet, c'est un vrai hot topic quand même sur certains grands comptes, réellement. On fait partie d'un groupe qui s'appelle TechRock, qui regroupe 350 CTO de startups scale-up parisiennes. Et je sais qu'on avait fait un événement comme ça à Station F, et c'est clairement un gros sujet, un vrai sujet, mais plutôt pour moi dans les très grands groupes et les grosses DSI. Là, voilà, mais je ne serais pas pertinent sur le sujet. Après, je pense qu'il y a pas mal de startups aussi qui sont vraiment sur le sujet et ça peut être peut-être pertinent de chercher des postes auprès des startups qui sont vraiment sur ce secteur-là, quoi. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que c'est un peu la tendance, quoi. Ouais, moi, j'ai rencontré aussi des acteurs qui se positionnent là-dessus et il faut évangéliser. C'est un. Mais bon, Oui. moi, tout ce qui est Même green, si ça met un petit peu je de temps à pense ce que que ce c'est soit des sujets vraiment d'avenir, quand démocratisé. même. Pour moi, faut vraiment se lancer dessus parce que c'est l'avenir, comme tu disais, quoi. Ok. Bah, je sais pas s'il y a encore une ou deux dernières questions, mais on a fait les 45 minutes du webinaire. Et on n'a pas vu Stéphane encore. Non, moi. Ah, on t'entend, mais on te voit pas. Ah, ouais. La Belgique en Bretagne, c'est pas ça. Non, en Bretagne, c'est pas ça. Ok. Bah, je pense qu'on va terminer du coup. Merci. Ah, on t'entend plus. On t'entend plus du tout. On n'entendait pas. Là, vous m'entendez? Oui, c'est Ouais, mieux. on t'entend. C'est pas bon. Tu Merci, disais, Joseph. Tiffany, on t'a pas entendu, Tiffany. Bah, du coup, je disais rapidement, bah, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, c'est top. Et merci surtout à Jonathan et Inde d'avoir partagé les informations et votre expertise. Et bah, merci à tous. Je sais que le 9 juillet, on fait un webinaire avec Mansa et Achille sur comment emprunter quand on est freelance. Donc, ceux qui sont intéressés, rendez-vous le 9. Merci beaucoup et bonne soirée. Bien. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Bon courage à tout le monde. À très vite.